Bonjour à tous, une nouvelle espèce fait son entrée aux eaux d'Abidjan. Les visiteurs peuvent désormais voir 4 zèbres. Ils ont coûté 39 millions de nos francs au ministère des Eaux et Forêts. Ils viennent contribuer à la réhabilitation du zoo. Fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, l'OMS en a fait officiellement l'annonce aujourd'hui. Aucun cas n'a été répertorié depuis au moins 42 jours, 2 fois la période maximale d'incubation du virus. Les présidents des deux Chines, le chinois Xi Jinping et celui de l'île de Taïwan, Ma Ying-jeou, se sont rencontrés ce samedi. C'est une première, 66 ans après la victoire des communistes à Pékin et l'exil des nationalistes du régime chinois. Samedi 7 novembre, bienvenue dans le 13h. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Démarrons par un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 7 novembre 2015 pour la France, d'où il se rendra à La Valette, République de Malte, pour prendre part les 11 et 12 novembre 2015 au sommet sur la migration. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne et leurs homologues des États africains partis au processus de Khartoum et de Rabat. Le président de la République participera ensuite à l'invitation du président François Hollande à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP21 du 29 novembre au 3 décembre 2015 à Paris en France. Enfin, le chef de l'État se rendra à Johannesburg en Afrique du Sud pour le forum Chine-Afrique les 4 et 5 décembre 2015, puis à Cotonou au Bénin où il participera au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA le 6 décembre 2015. Des milliers d'ouvrages viennent renforcer les bibliothèques des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Ce don de la France, estimé à 330 millions de nos francs, entre dans le cadre du C22, contrat de désendettement et de développement. Hervé Blé. C'est une bibliothèque universitaire centrale désormais dotée de nouveaux ouvrages et d'un fonds documentaire important qui va recevoir les étudiants présents à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On a au moins 100 000 ouvrages ici, d'une certaine durée de vie. Mais nous venons d'avoir des nouvelles acquisitions, plus de 5 000 ouvrages. Et bien avec les revues et les produits documentaires que nous avons en termes numériques avec la salle UNESCO et notre salle Internet, je crois que suffisamment nous avons de la documentation pour les étudiants. Les 18 000 ouvrages officiellement remis ce jeudi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sont destinés aux bibliothèques des 5 universités et des 3 grandes écoles publiques du pays, acquis dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Ils sont évalués à 330 millions de francs CFA. Le C2D, c'est avant tout créer de nouveaux emplois dans les différents domaines, que ce soit l'agriculture, le secteur privé, mais c'est aussi par l'enseignement supérieur et la recherche que l'on participe à cette création d'emplois pour vous-même, chers étudiants. À ce stade, la contribution du C2D à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la formation, s'élève déjà à plus de 21 milliards de francs CFA. Auparavant, nous n'avions pas de livres, pas de documents, parce que nous sommes en sciences juridiques. Je pense que les livres de droit seront à notre disposition. C'est un projet de grande envergure que tous saluons. Le Premier ministre se réjouit de ces acquis. Il marque à l'occasion la détermination du gouvernement à offrir des conditions d'études idéales aux étudiants. Des visites de terrain sont annoncées dans ce sens. Il faut aller sur place pour bien comprendre les préoccupations. Quand vous venez sur place, quand vous dites par exemple le Wi-Fi ne marche pas, quand vous venez sur place, quand vous dites l'électricité ne fonctionne pas dans les salles, vous comprenez ce que ça entraîne, davantage qu'à travers un dossier. Donc on veut se pénétrer davantage de ces éléments-là, conformément d'ailleurs à ce que le président Ouattara a souhaité au niveau du gouvernement. Aller sur le terrain, vous voyez, on bouge d'ailleurs beaucoup pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Écouter donc les utilisateurs, les bénéficiaires, nous dire ça va, ça ne va pas, et corriger le tir. À l'ensemble de la communauté universitaire, le gouvernement est décidé à offrir de meilleures conditions de vie et d'études. Dans ce cadre, une université virtuelle sera opérationnelle dès la rentrée universitaire 2015-2016. Le nouvel expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est arrivé à Abidjan. Le Marocain Mohamed Hayat a rencontré Nyenema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre ivoirien de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Roger Appé et Alexis Ouedraogo pour le reportage.
Mohamed Ayat, expert marocain des droits de l'homme aux Nations Unies, était ce vendredi à la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, Conarive. Avec le président de l'institution, Paul Siméon Awana, il a discuté des conditions des droits des victimes en Côte d'Ivoire. Je viens à la Conarive parce que c'est une institution qui met la victime au centre de ses préoccupations. Et c'est très important pour la réconciliation nationale. L'expert marocain des droits de l'homme a rencontré plusieurs autorités dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités de coopération technique en matière de droits de l'homme dans le pays. Il a échangé jeudi avec le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire après les élections. Mohamed Ayat entend faire le bilan de sa mission. Il annonce une conférence de presse jeudi prochain pour présenter son rapport. Fin du Discop Africa 2015, hier vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce marché annuel est l'occasion d'acquérir ou de vendre des programmes, mais aussi de se mettre à l'heure des tendances internationales en matière de contenu audiovisuel. Christelle Ménan. 3 jours d'échanges, de rencontres d'affaires qui détermineront les couleurs du paysage audiovisuel africain ces prochains mois. Du 4 au 6 novembre 2015, à Discop Africa, distributeurs et chaînes de télé ont vendu ou acheté du contenu quand certains producteurs indépendants trouvaient des financements pour leurs projets. À ce Discop Africa de Johannesburg, la dizaine de professionnels issus de l'industrie audiovisuelle ivoirienne a trouvé son compte. Progressivement, notre présence est en train de se marquer ici au Discop. Donc éventuellement, nous sommes beaucoup sollicités. En même temps, nous arrivons à conclure des choses plus intéressantes que les premières années. Les téléspectateurs ivoiriens verront des contenus de programmes plus ambitieux, plus novateurs. Et c'est un peu cela notre cheval de bataille. Et nous pensons avoir fait de bonnes affaires au Discop. Notre participation devient de plus en plus évidente puisque nous avons lancé un dispositif depuis 2014. Donc nous sommes plutôt attendus finalement maintenant à ce type de marché. Nous avons rencontré un certain nombre d'interlocuteurs qui sont intéressés par nos contenus. Étant donné que notre catalogue s'est étoffé, on est passé de 300 heures à presque 1000 heures cette année avec 28 titres de fiction ivoirienne que nous avons présentés et qui ont été bien accueillis par les participants. Donc nous espérons pouvoir conclure des deals très rapidement au retour à Abidjan. Moi, ce que je retiens de positif, c'est que je vois que notre pays commence à se positionner à l'international. On a un beau stand, on est bien placé. Il y a eu pas mal de visites au stand de RTI. Plus on est exposé, plus on est vu. Plus il y aura des retombées financières qui seront redistribuées aux travailleurs que nous sommes du cinéma. Pour les organisateurs, le succès de ce Discop Johannesburg 2015, après celui d'Abidjan en juin dernier, confirme l'opportunité de l'édition ivoirienne. La particularité de cette édition, c'est le fait qu'elle elle s'inscrit dans notre volonté d'avoir aujourd'hui 2 grands marchés par an. Un qui se déroule donc en Côte d'Ivoire, l'autre en Afrique du Sud. Nos participants nous ont suivis. La particularité de cette édition, c'est d'accueillir une participation beaucoup plus importante en provenance d'Afrique francophone. L'Enzima Kotoko célèbre cette année la Bissa du 1er au 8 novembre. Il s'agit de la fête du Nouvel An pour ce peuple de Grand Bassam. Quelle est l'origine de cette fête? Quel est le sens des rythmes qui l'accompagnent? Pour le savoir, direction la ville historique de Grand Bassam avec Victorien Angwa. Le mot Abissa vient de Biza, qui signifie en Nzima demander, questionner. Dans le Nouvel An qui commence, le peuple demande la santé, la prospérité. L'on formule des souhaits, dénonce les impairs pour l'équilibre social et l'harmonie au sein du peuple. Cependant, en faisant allusion au mythe d'origine, la tradition orale rapproche le mot Abissa de Boussa, qui signifie épier. La Bissa, c'est 3 rythmes, le Gwa et Doudoulé, c'est-à-dire la procession. Ce rythme montre au peuple qu'on est là. La Bela et Boulet, ou la récolte du maïs, qui est le symbole de la famille Mbavile, dépositaire de la Bissa. Et le Dongolé, plus rythmé que les 2 autres, vient unir toutes les familles. Le Dongolé est accompagné du Bagbake.
en fonction de l'Edengolé, que le Bakwake soutient la constance de l'Edengolé. Donc, quand il y a une petite défaillance ici, le Dengolé est un peu perturbé. Ici, le genre y est représenté. Ça me plaît. Quand je vois les garçons mélanger avec les femmes, c'est intéressant. Ça me plaît dedans. Il n'y a pas de malheur parce que c'est une fête où on enlève tout ce qui est malheur. Donc, c'est bon, c'est bon. Les gestes, les pas de danse renvoient aux gestes d'une personne qui écrase et qui met dans une situation de tracas, d'inquiétude. Tout cela pour dire que la critique se fait avec joie. Le ministère de l'Environnement annonce la fin des opérations de dépollution des sites contaminés par les déchets toxiques. Les 3 derniers sites, Alépé 1, Alépé 2 et Djibi Village, contaminés par ces déchets sont définitivement dépollués, selon le ministre Alakwadio Rémy. Le reportage de Guillaume Zéré et Serge Coléa. Alakwadio Rémy, sur le site de Djibi Village. Ici, les villageois ont souffert du déversement des déchets toxiques. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est venu leur apporter la bonne nouvelle. Le traitement biologique des terres et matières polluées par les déchets toxiques du Probo-Kuala sur les sites d'Alépé 1 et 2 est effectif. Après la dépollution qui a été menée par Trédi et Trafigura sur les 17 autres sites. Cela est donc une victoire pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement du président Ouattara vient donc aujourd'hui dire aux Ivoiriens, pour ce qui est de la pollution faite par le déversement des déchets toxiques du Probo-Kuala, c'est terminé, le problème a été résolu du point de vue écologique. Cet engagement de l'État à tourner définitivement la page des déchets toxiques a impliqué toute l'expertise requise en pareilles circonstances. Des experts locaux du BNET, le Bureau national d'études techniques et du développement, du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution et des experts occidentaux ont été à la tâche dans le traitement des sols de ces différents sites. Et il était presque impossible de passer ici sans se boucher les narines, jusqu'à ce que Biogénie soit amené ici pour nous permettre de vivre, je n'ose pas dire à l'aise, mais c'est tout comme. Le ministre Alakwadio a aussi remis des médicaments au centre de santé de Djibi Village, ce qui va permettre de continuer la prise en charge sanitaire des personnes contaminées. Pour rappel, c'est en août 2006 que le Probo-Kuala avait débarqué au port d'Abidjan avec plus de 580 tonnes de déchets toxiques. Déchets déversés aux alentours d'Abidjan et qui ont fait 17 morts et provoqué l'intoxication de milliers de personnes. La plus grande catastrophe environnementale de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si l'opération de dépollution est terminée ici, elle ne fait que démarrer au Brésil. Un village tout entier a été englouti par une coulée de boue. 17 morts, une vingtaine d'habitations et des voitures disparues sous la boue toxique. Les recherches se poursuivent pour retrouver sur place des survivants. Alexis Ouedraogo. Maisons englouties, habitations détruites, voitures embourbées. Ce vendredi, des bulldozers travaillaient pour dégager les routes obstruées par la coulée de boue et des déchets miniers. 122 maisons ont été englouties par le torrent de boue et 150 personnes contraintes à s'abriter dans la nuit de jeudi au village voisin. Le barrage de Fouindo retenait des bouts toxiques de déchets minéraux sur une superficie équivalente à 10 stades de football. Pour des raisons encore inconnues, il a cédé jeudi en milieu d'après-midi, libérant cette importante coulée de boue. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a proposé au gouverneur de l'État de Minas Gerais, où la catastrophe s'est produite, l'aide de l'armée et de la défense civile. L'État de Minas Gerais est le cœur minier du Brésil depuis le XVIe siècle. L'exploitation de l'or qui a fait la richesse initiale a été remplacée depuis par l'extraction de nombreux minéraires, notamment le fer et des pierres semi-précieuses. Selon les analystes, les coûts de nettoyage pourraient dépasser le milliard de dollars. Aux zoo d'Abidjan, ce sont 4 zèbres qui s'ajoutent au parc animalier. Ils auront coûté pas moins de 39 millions de nos francs au ministère des Eaux et Forêts. Le grand public peut dès maintenant les contempler. Nous Sangaré, Grâce Kando.
Zoo d'Abidjan, autrefois ce parc zoologique, faisait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais suite à la crise post-électorale de 2010, ce parc a payé un lourd tribut avec la disparition de plusieurs espèces animales, perdant ainsi son lustre d'antan. Mais depuis 3 ans, le Zoo national d'Abidjan renaît peu à peu de ses cendres avec sa réhabilitation par l'État ivoirien. Il y a les animaux qu'on ne voyait pas avant. Avec les enfants qu'on vient, on est là, on tourne, bon, il n'y a presque rien. Mais maintenant, on est satisfait parce qu'il y a un peu de tout maintenant. Dans sa politique de repeuplement de ce parc zoologique, l'État ivoirien vient de doter le Zoo national d'Abidjan de 4 nouveaux zèbres. Coût total des zèbres, 39 millions de francs CFA. Il y en a 4, un mâle et 3 femelles. Ce sont des animaux de moins de 2 ans qui vont atteindre peut-être la maturité sexuelle l'année prochaine. Ils ont été achetés en Afrique du Sud. Pensons que petit à petit, d'ici l'émergence, on aura un zoo qui sera à la hauteur de cette vision du chef de l'État. C'est un événement exceptionnel pour le zoo, même pour Abidjan, parce que c'est la première fois que nous avons cette espèce animale dans le zoo. C'est ma propre joie, mais je suis content pour nos enfants. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de remise, dont le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara. Le zoo d'Abidjan existe depuis 1973. Il compte en son sein 270 animaux de 40 espèces animales. Dans la commune de Koumassi, le centre de santé communautaire de la cité Houphouët-Boigny vient d'être doté d'une ambulance médicalisée. Par ce don d'une valeur de 40 millions de nos francs, le député de Koumassi entend renforcer le dispositif sanitaire de la commune. Nous Sangaré et Graskando. Une dame était à terme, elle devait accoucher. Par manque d'ambulance, la situation était compliquée, on devait l'évacuer. Aujourd'hui, un lointain souvenir pour les habitants de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi Campement. Le centre de santé communautaire de ce quartier vient d'être doté d'une ambulance médicalisée d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Un don du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Cissé Ibrahim Bakongo, par ailleurs député de la commune de Koumassi. Selon le donateur, il s'agit de renforcer le dispositif sanitaire de ce centre en vue d'apporter un plus à la santé des habitants de ce quartier. C'est un véritable campement en plein centre d'Abidjan, en plein cœur d'Abidjan, qui vit exactement comme on vit au campement, dans les conditions de vie des campements. Nous voulons donc changer cette situation. Heureux de recevoir une ambulance médicalisée dans leur centre de santé, responsables du personnel soignant et population de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi Campement n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs. C'est un soulagement. Un médecin vraiment très content parce qu'il a parlé d'aujourd'hui, nous n'aurons plus de problème d'évacuation. C'est une grande joie pour nous, on est contents. Quand il y a un malade là, pour envoyer à l'hôpital, c'est un grand problème pour nous. Koumassi Campement a une population d'environ 100 000 habitants. L'ambulance du centre de santé communautaire de ce quartier va desservir 5 centres de la commune de Koumassi. Restons dans le domaine de la santé. L'OMS a déclaré aujourd'hui la fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. 2 périodes de 21 jours, la durée maximale donc d'incubation du virus se sont écoulées sans aucun nouveau cas depuis le second test négatif sur un patient guéri. La Sierra Leone est l'un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest avec 4 000 morts en 2 ans. En tout, plus de 11 000 personnes en sont mortes sur le continent selon les derniers chiffres officiels de l'OMS. Le marché de Tanda, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, est parti en fumée en fin de semaine dernière. Le préfet du département et le maire de la ville sont allés à la rencontre des commerçants sinistrés. Ils leur ont apporté le réconfort et le soutien de l'État avant de recueillir leurs préoccupations. Mamadou Kwasi. 3 jours après l'incendie du marché de Tanda, les commerçants de la ville sont toujours sous le choc. Les autorités préfectorales de la localité et le maire de la commune de Tanda ont rencontré les commerçants pour leur témoigner la compassion du gouvernement et surtout recueillir leurs préoccupations. Le fait a pris tout le marché un seul coup. Qu'est-ce que je peux dire, monsieur le maire? Si ce n'est pas pour m'aider, c'est tout ce que je peux lui demander. C'est un chant de tristesse.
On est désolé pour notre brave population qui a investi toute leur vie à construire leurs affaires et qui une nuit part en fumée. On est en train de travailler avec le gouverneur pour voir comment est-ce qu'on peut assister cette brave population-là. J'avoue que les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes. Pour le moment, nous allons faire nos rapports respectifs, attendre la réaction de l'autorité. Il ne faut pas se hasarder à porter des accusations ici ou là. Les enquêtes sont en cours, nous serons tous situés. C'est dans la nuit du vendredi au samedi dernier que le feu a ravagé tout le marché des Tandards. Au-delà des dégâts matériels, l'on n'a enregistré aucune perte en vie humaine. La nationale A3, une voie internationale qui traverse la ville de Bouaké, est le théâtre de nombreux accidents de la circulation. L'une des causes, l'occupation anarchique de la voie par les transporteurs. Kader Sogodogo. Des cars de transport et autres véhicules stationnant au mépris des règles du code de la route. Des commerçants et autres passants qui se servent de la voirie comme marché. Voici le quotidien de la nationale A3 qui traverse la commune de Bouaké pour allier le nord et les pays limitrophes. Une situation qui encombre véritablement cette route pour faire d'elle un lieu dangereux où perdre sa vie est régulier. Le dernier drame, c'est 2 corps. Pour les responsables du ministère des Transports, les causes sont connues et des mesures seront prises. Les trottoirs sont faits pour les piétons, mais on se rend compte qu'à un certain moment de la journée, ces trottoirs sont soit utilisés par les transporteurs, soit utilisés par des vendeurs. Si bien que le piéton se sent obligé d'utiliser l'espace destiné aux véhicules. Il faudrait qu'on dise aux motocyclistes d'aller doucement. On est en train de mettre en place des séances de sensibilisation pour le respect et le contrôle de la vitesse. En attendant, ces accidents sont source de nombreux conflits, comme ce fut le cas entre chauffeurs de mototaxi et coxeurs de la gare routière. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre, le bilan allait être dramatique. Restons à Bouaké pour la célébration de la nouvelle année musulmane. Elle a donné lieu à une grande rencontre spirituelle. Au menu, lecture coranique, prière et aussi bénédiction pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Djeneba Ouattara, Amadou Ouattara. 1437, c'est la nouvelle année musulmane ou hégirienne. Période pendant laquelle le prophète Mahomet a quitté la Mecque pour Médine. À Bouaké, la communauté islamique d'Inou Al-Qadriya du quartier Bellevue 2 a initié une cérémonie de lecture coranique pour célébrer cet événement. Il s'agit pour les membres de cette communauté de prier pour la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement harmonieux et pour le rayonnement de l'islam. Au cours de cette cérémonie, 11 élèves en fin d'apprentissage du Saint-Coran ont été présentés à l'assistance. Des bénédictions ont été dites également pour le repos de l'âme de tous les défunts musulmans. Zerbo Salif, alias Oustaz Doukouré, responsable de la communauté d'Inou Al-Qadriya, exhorte ses coreligionnaires à s'approprier les valeurs de paix, de tolérance, du pardon, de fraternité et de générosité. Des valeurs que prône la religion musulmane. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a promulgué hier soir la nouvelle constitution de son pays. L'opposition dénonce une précipitation et réclame toujours des négociations avec le pouvoir. Issue du référendum du 25 octobre, boycotté par l'opposition, la nouvelle constitution permet au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Au Burundi, l'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza expire ce samedi soir. Il a donné 5 jours aux membres de la rébellion née fin avril de la contestation de son 3e mandat pour déposer les armes. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que le corps de l'un des fils du célèbre défenseur des droits humains, Pierre Claver Ombonimpa, a été retrouvé. Selon son père, il avait été arrêté par la police. Au Rwanda, des ordinateurs Made in Africa sont sur le marché. Ces ordinateurs sortent d'une usine d'assemblage basée sur place. Je vous propose de voir cette innovation en images. Derrière ces murs se trouve la première usine d'assemblage de composants d'ordinateurs en Afrique, inaugurée en juillet 2015. L'entreprise sud-américaine Positive au BGH a choisi de s'implanter au Rwanda pour sa gouvernance robuste, son environnement amical et son accès au marché. Le projet a mis moins d'1 an à se concrétiser et la chaîne de production tourne déjà à plein régime.
Pour l'instant, nous produisons environ 500 unités par jour. Et nous avons pour objectif d'étendre la production très rapidement. Nous avons une capacité supérieure à 1 million d'unités par an. Alors pour l'instant, la première étape, c'est de livrer 150 000 ordinateurs au gouvernement. En effet, l'entreprise a signé en novembre 2014 un contrat avec le ministère de l'Éducation rwandais pour devenir le fournisseur du programme Smart Classroom. Cette initiative gouvernementale a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les bases de l'informatique et au pays de soutenir son développement économique grâce aux nouvelles technologies. Cela m'apprend à me servir des ordinateurs et à découvrir les nouvelles technologies. Des élèves ravis, et pour leurs professeurs, ces ordinateurs Made in Africa servent avant tout d'outils pédagogiques. Cela permet d'aider à l'apprentissage des élèves. Ils sont motivés pour les utiliser car de temps en temps on apprend l'anglais avec. Nous enseignons grâce à ces ordinateurs et cela développe leur créativité. L'entreprise, qui emploie une cinquantaine de personnes, majoritairement recrutées et formées localement, entend aller au-delà de ce contrat avec le Rwanda. Positivo BGH espère se développer rapidement dans le reste de l'Afrique, en se lançant notamment dans la production de téléphones et de télévision. Le président chinois s'est entretenu ce samedi avec son homologue taïwanais. C'est la toute première fois que les dirigeants des deux Chines se rencontrent depuis 1949 à l'issue de la guerre civile et de la séparation des deux entités qui a marqué la victoire des communistes et l'exil des nationalistes. Direction la Birmanie où les populations sont appelées aux urnes demain dimanche pour les élections législatives. Il est musulman et fait campagne pour Aung San Suu Kyi. Même si le parti de l'opposante a renoncé, comme les autres, à présenter des candidats musulmans. La Birmanie est un pays très majoritairement bouddhiste et ne compte que 5% de musulmans. Une minorité de plus en plus marginalisée depuis l'ouverture au monde de l'ex-État paria, qui a connu plusieurs vagues de violences interethniques meurtrières. Il y a des gens qui viennent prendre des photos de nos mosquées et nous regardent comme des fauteurs de troubles. Et ça, c'est vraiment triste pour nous. Je ne peux plus supporter ça. Je ne sais pas ce qui va se passer après l'élection. Madame Aung San Suu Kyi a promis que si la LND gagne, elle gouvernera le pays et on aura la liberté. Les gens seront égaux. Alors que si la LND perd et que l'autre parti gagne, ça n'arrivera jamais. Espoir et inquiétude, la campagne électorale a été marquée par des discours de haine de la part de nationalistes bouddhistes, notamment du mouvement Mabata. Ils disent craindre une islamisation du pays et jouent de leur influence sur les politiques. Soucieuse de ménager son électorat, même la dame de Rangoon reste vague sur le sujet. Je promets à tous les gens qui habitent dans ce pays une vraie protection, conformément à la loi et aux standards des droits de l'homme. Dimanche, ce sont des centaines de milliers de musulmans de la minorité Rohingya qui n'iront pas voter pour les législatives, privés de leurs droits. Une majorité d'entre eux se voit toujours refuser la citoyenneté birmane. Crash de l'Airbus A321 de la compagnie russe Metrojet dans le Sinaï. Le groupe djihadiste État islamique a affirmé être à l'origine du crash. Les boîtes noires de l'appareil viennent de confirmer la thèse de l'explosion extérieure. Le responsable de l'enquête menée en Égypte et le ministre égyptien de l'aviation civile vont s'adresser à la presse cet après-midi. Rappelons que les 224 passagers à bord ont trouvé la mort. Revenons pour terminer sur ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 7 novembre 2015 pour la France, d'où il se rendra à la Valette, République de Malte, pour prendre part les 11 et 12 novembre 2015 au sommet sur la migration. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne et leurs homologues des États africains partis au processus de Khartoum et de Rabat. Le président de la République participera ensuite à l'invitation du président François Hollande à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP21 du 29 novembre au 3 décembre 2015 à Paris, en France. Enfin, le chef de l'État se rendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour le forum Chine-Afrique les 4 et 5 décembre 2015.
puis à Cotonou au Bénin, où il participera au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA le 6 décembre 2015. Et voilà pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bon samedi à vous.